Bien, alors nous retrouvons pour parler aujourd'hui encore d'Eros et de Psyché, mais cette fois-ci, euh, je vais essayer d'utiliser ce mythe, enfin de voir ce qu'il peut nous apprendre de la définition de la matrice des eaux, pour une définition du champ de Cinabre inférieur. Alors je vous rappelle, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, que bon, m'intéressant à cette question des champs de Cinabre, à travers la médecine chinoise, la pratique du Qigong, la sinologie d'une manière plus large, la spiritualité d'une manière encore plus large, j'insiste sur le fait que les champs de Cinabre ne sont pas seulement des lieux anatomiques, ce ne sont pas non plus seulement des réservoirs énergétiques, comme la plupart des enseignements de Qigong modernes et la médecine chinoise conventionnelle actuelle, celle des universités et des instituts de médecine chinoise l'enseignent. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu plus large. Un champ de Cinabre, c'est en même temps un niveau de conscience, c'est en même temps un mode de connaissance. C'est une certaine manière de connaître, mais aussi de voir et de vivre. Donc, je crois que c'est important de le dire. Alors pourquoi c'est important de le dire? Parce que si on n'en a pas conscience, on réduit peu ou prou la pratique du Qigong à une gymnastique et la pratique de la médecine chinoise à une médecine symptomatique. Une médecine symptomatique qui va travailler sur des énergies, on est d'accord. C'est pas une médecine matérialiste, elle a quelque chose d'autre, elle a quelque chose de plus, mais elle ne donne pas toute sa mesure tant qu'on l'a réduit à un travail sur des énergies qui circuleraient simplement dans des méridiens. C'est quelque chose d'un petit peu plus profond, et c'est dommage, à mon goût, que la modernité, y compris en Chine, est versée dans ce réductionnisme. Voilà, alors je voudrais, pour éviter donc de faire de la médecine symptomatique, pour aller à la cause, si vous voulez, parce qu'il ne suffit pas de travailler sur les énergies ou de répéter à l'envi, comme on le fait dans de nombreuses vidéos YouTube, que la médecine chinoise est une médecine holistique, pour aller à la cause véritablement des problèmes. Non, la médecine chinoise se contente largement de traiter des symptômes. C'est largement et pour l'essentiel encore une médecine symptomatique. Tant qu'on ne fait que rééquilibrer des énergies, on ne va pas à la cause. Si on ne modifie pas, alors c'est l'objet de cette vidéo, si on ne comprend pas le fonctionnement de ces champs de Cinabre et qu'on ne magnétise pas et qu'on n'oriente pas profondément, qu'on ne réoriente pas profondément nos manières de penser, de connaître, de voir et de vivre la vie, eh bien on reste au niveau d'un traitement des symptômes. Alors, je vais essayer de vous le montrer en deux vidéos, pour ne pas que ce soit trop long. Dans cette première vidéo, j'essaye simplement de me servir du mythe pour définir la matrice des eaux. Et je ferai une vidéo très prochainement dans laquelle je montrerai quelles conséquences on peut en tirer sur le plan de la théorie de la médecine. Alors, cette première matrice, cette matrice des eaux, c'est l'expérience sensible, c'est la connaissance du monde par expérience, par la sensibilité, par nos cinq sens. Mais ces cinq sens sont gourmands, et on voit que cette expérience sensible, c'est aussi l'expérience sensuelle et l'expérience de la sexualité
qui est explicitement évoqué, puisque on dit, Apulée, hein, le poète qui rédige ce mythe, nous dit que Psyché passe de délicieuses nuits dans les bras de son hôte. Donc, une expérience de la sensibilité, de la sensualité, de la sexualité, ce premier niveau de conscience, voilà, c'est celui de l'expérience sensible. C'est un mode de connaissance inférieur, si vous voulez, mais attention de ne pas le mépriser. C'est un mode de connaissance qu'il faut absolument avoir exploré, et profondément exploré. Il ne suffit pas d'avoir été un enfant et un adolescent. Ce mode de connaissance, il faut véritablement l'explorer. Il est dans le mythe la conséquence d'un commandement divin, puisque vous savez que Psyché n'est exilée dans ce château qu'à la suite d'un oracle qui a poussé ses parents à la sacrifier. Bon, il y a un oracle à l'origine de ce mode de vie. Entendez, un commandement divin, hein, puisque l'oracle, c'est la parole de Dieu dans les mythes grecs. Alors, les pères de la tradition chrétienne diront cela d'une autre manière, d'une manière très forte, selon une formule que j'aime à répéter. Ils disent que tout ce qui n'est pas assumé ne peut être sauvé. Donc si nous n'assumons pas notre sensibilité, notre sensualité, notre sexualité, nous ne pouvons pas la transmuter. Nous ne pouvons pas la sublimer. Voilà, ça c'est très important parce que trop de voies spirituelles ont un rapport, je dirais, un petit peu complexé à la sensualité et à la sexualité et la condamnent. Voire mettre un couvercle dessus pour ne plus en entendre parler. Eh bien, on voit que ça ne marche pas. Elle vous explose à la figure, cette sensualité et cette sexualité, si vous n'avez pas appris à la connaître. Elle vous détruit, et elle peut détruire les autres. Hein. Je vous renvoie, en passant, à tous les scandales de pédophilie qui éclaboussent le Vatican, par exemple. Et ça n'arrête pas. Et ça n'arrêtera pas tant que cette voie spirituelle n'aura pas, selon les conseils des pères de sa propre Église, décidé d'assumer cette part-là, cette part infantile, cette part inférieure de la connaissance. N'en reste pas moins une étape indispensable et incontournable. Si on veut l'esquiver, eh bien elle vous rattrape. Pour le pire, pour vous-même et pour les autres. Voilà. Donc ça, c'est une leçon intéressante du mythe de Psyché, voilà, qui assume son plaisir dans les bras d'Eros. Mais évidemment, maintenant, il faut essayer quand même de caractériser ce mode de connaissance qui est tout à fait insatisfaisant. Nous sommes d'accord. Il est indispensable, mais il est assez, et même plus que assez, il est complètement insatisfaisant. C'est la raison pour laquelle Psyché, c'est-à-dire l'esprit, qui n'est animé par rien d'autre que la libido sciendi, c'est-à-dire le désir de connaître, Psyché va devoir la traverser, en sortir. Je ne sais pas, on en reparlera, mais en tout cas, elle va devoir dépasser ce mode de connaissance, qui est tout à fait insuffisant, insatisfaisant. Alors insatisfaisant, pourquoi ? Bon, peut-être d'abord parce qu'il réduit les autres à des objets. À ce niveau de conscience, nous n'avons pas véritablement affaire à des sujets. On est là avec un sujet, Psyché, un sujet en construction, qui prend plutôt les autres pour des objets. Ou des moyens, si vous voulez, pour le dire encore plus crûment, c'est-à-dire des moyens pour la satisfaction de sa propre gourmandise, de ses propres désirs.
Alors ça nous est dit dans le mythe par le fait que toute la journée, ceux qui viennent satisfaire les désirs de Psyché sont des voix invisibles. Et la nuit, celui qui vient satisfaire les désirs sexuels de Psyché, lui aussi est invisible. Il vient dans le noir et Psyché ne voit pas son visage. Il lui est même interdit de voir son visage. Et elle ne connaît pas non plus son nom. Elle ne connaît, je dirais, même pas son nom. Vous voyez, c'est vous dire si les autres, et Eros lui-même, sont réduits à des objets. Ce sont des objets plus que des sujets. Donc ce stade ou ce niveau de conscience et de connaissance, c'est celui de la réification. Alors, on pourrait porter un jugement moral là-dessus, comme le fait Kant, en disant, si vous voulez, que Psyché considère les autres comme des moyens plutôt que comme des fins, et ça, c'est pas très bien dans la morale kantienne, mais c'est pas du tout ce que fait Apulée, qui n'avait évidemment pas lu Kant. Ce que Apulée nous dit, c'est que à ce niveau de conscience, quand les autres sont réduits à des objets, eh bien on se sent très seul. La vie de Psyché nous est décrite comme une effroyable vie de solitude. Elle est enveloppée d'une épaisse solitude. Et c'est peut-être ça, sa punition. Alors, cette frustration, comment en sortir ? On comprend qu'il y a peut-être une logique là dans ce mode de connaissance, dans cette manière de vivre. Parce que si on s'ennuie, eh bien on a envie de tromper son ennui. Et l'une des manières de tromper, peut-être la manière la plus efficace, quoique insatisfaisante, profondément insatisfaisante, répétons-le, mais la manière la plus efficace à ce niveau de conscience de tromper son ennui, c'est encore de multiplier les plaisirs. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Apulée nous dit que Psyché attend avec une certaine impatience que le soir revienne et que Eros revienne. Donc elle compense cette effroyable solitude, elle compense ses frustrations par une attitude de consommation, une attitude consumériste. Elle consomme du plaisir. Alors ça peut nous parler, hein, nous qui sommes des hommes et des femmes modernes, nés au cœur d'une société qui se définit comme société de consommation. Donc nous sommes des hommes et des femmes au niveau sociétal, hein, des hommes et des femmes de la matrice des eaux, avec tout ce que ça peut impliquer, donc comme frustration, encore une fois, comme solitude en réalité, et comme comportement compensatoire à la recherche de toutes sortes de plaisirs sexuels et gastriques essentiellement, donc au niveau de cette matrice des eaux, pour tromper notre ennui. Ce que le mythe nous dit aussi, c'est que ce mode d'existence, précisément peut-être parce qu'il n'a pas suffisamment considération des autres comme étant des sujets, est générateur de conflits. Alors ça, on le voit à travers les histoires qui vont se tramer, l'intrigue qui va se tramer entre les sœurs de Psyché et Psyché elle-même. Le mythe essaie de nous expliquer, si vous voulez, que ces conflits ne sont pas accidentels et qu'ils sont finalement la conséquence d'une certaine manière de vivre avec les autres, ou à côté des autres, ou séparés des autres, avec des relations qui ne sont pas des relations de sujet à sujet, mais plutôt des relations de sujet à objet. Donc des relations génératrices de conflits, génératrices de colère, génératrices de jalousie, génératrices pour Psyché d'inquiétude, de ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress. Hein. On voit que Psyché, toute ravie qu'elle est au sortir de ces nuits, est au fil des mois rongée par ce qu'on appellerait aujourd'hui
le stress, elle est rongée par l'inquiétude. Donc ce mode d'existence est un mode d'existence sensuel, fait de plaisir et d'amour, agréables d'un côté, mais qui ont leur revers. C'est un mode de vie caractérisé par l'ambivalence et l'instabilité. Alors l'ambivalence des plaisirs qui se transforment en souffrance, de désirs qui se transforment en manque, d'amour qui se transforme en haine et en jalousie, beaucoup d'instabilité et d'ambivalence. Donc c'est un mode de connaissance dans lequel Psyché ne connaît pas la paix, et qui va finalement la pousser à une espèce de dépression. Je crois que c'est comme ça qu'on appellerait ça aujourd'hui, parce que finalement ces plaisirs, du fait de leur ambivalence, ces émotions, du fait de leur instabilité, sont finalement très décevantes. Psyché ne trouve pas à ce niveau de conscience la paix à laquelle qu'elle est en droit d'espérer. Il y a en nous un désir de connaître qui ne se satisfait pas de ce qu'il trouve à ce niveau de conscience et de connaissance. C'est d'autant plus décevant, ce mode de connaissance est d'autant plus décevant qu'on s'identifie à ses plaisirs et qu'on s'y attache, alors qu'ils ne peuvent pas durer. Et si une connaissance digne de ce nom est possible, si une sagesse est possible, alors elle exige le dépassement de ce niveau de conscience. Elle exige de nous que nous sortions de cette matrice des eaux. Elle exige de nous que nous sortions de ce rapport infantile, inaccompli, à notre sensibilité, à notre sensualité, à notre sexualité, à notre gourmandise, à nos appétits d'une manière générale. Elle exige que nous dépassions cette première matrice, dont la traversée était indispensable, encore une fois, pour ne pas la condamner. Il ne s'agit pas de la juger, mais de prendre conscience de ce qu'elle a d'insatisfaisant, d'inaccompli, de frustrant, et qui exige finalement son dépassement. Et ce dépassement s'accomplira dans la deuxième matrice, la matrice du feu. Voilà, je vous donne rendez-vous pour en parler de cette deuxième matrice, cette matrice du feu, dans une prochaine vidéo. Mais je ferai aussi très prochainement une vidéo dans laquelle j'essaierai de vous expliquer quelles sont les conséquences thérapeutiques d'une vie polarisée, fascinée, aimantée par cette matrice des eaux, par ce premier champ de cinabre. Quelles sont les pathologies qui en résultent et comment on les traite efficacement si on ne veut pas simplement se contenter de les traiter comme des symptômes, de les traiter de manière symptomatique. Comment les traiter si on veut vraiment aller à la cause. Je vous donne rendez-vous. À très bientôt. Je vous souhaite une belle journée.